Quand t'es pauvre et que t'as envie de réussir, souvent t'as de la haine. T'as une haine qui peut être positive, mais qui peut aussi être négative, parce que t'es tellement rageux en fait de ce système, tu peux très vite tomber dans la haine. Et c'est pour ça que j'ai une position assez inconfortable aujourd'hui dans le pays, parce que je comprends à la fois les pauvres et à la fois les riches. En tous les cas, ça fait froid au dos d'entendre ça, mais c'est la réalité, parce que ce que tu dis, nous on le sent tous les jours. Si la taxe Zuckman passe, je pense vraiment que c'est la fin de l'entrepreneuriat en France. Les entrepreneurs vont tous se casser, et ils auront raison de le faire. Et moi je les invite à se casser. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens. Et si la France va aussi mal, ça veut dire que c'est terminé. Il nous reste une chose à faire, fuir. Juste avant de commencer, laissez-moi vous montrer un cas concret qui peut tout changer lors de l'achat de votre véhicule d'occasion. Dans l'automobile, la barre symbolique des 200 000 km change tout sur le prix de revente. Résultat, certains n'hésitent pas à falsifier le kilométrage pour gonfler le prix. Exemple concret chez Simplicicar, un client voulait nous confier cette Renault Mégane RS en dépôt-vente et avant d'accepter, nous avons fait comme à l'habitude, vérifier son historique sur Car Vertical. Et là, mauvaise surprise. Kilométrage falsifié, mais ce n'est pas tout. Un choc estimé entre 3 et 5 000 euros en Belgique. Alors que le vendeur nous avait affirmé que le véhicule était français. Grâce à Car Vertical, on évite les mauvaises surprises. Chez Simplicicar, tous nos véhicules passent par ce type de contrôle pour que vous puissiez acheter en toute confiance. Et si vous décidez tout de même de passer par un particulier, protégez-vous et vérifiez toujours l'historique. Et là, vous pouvez profiter de moins 20% sur votre rapport Car Vertical grâce au lien en description. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui sur le nouveau studio de Déclencheur avec un invité hors pair. Pour commencer, n'hésitez pas à activer la cloche, nous suivre et commenter cette vidéo. Je suis avec celui qu'on appelle le GOAT de l'entrepreneuriat aujourd'hui et je suis avec Anthony Bourbon. Bonjour, merci pour l'invitation. Comment ça va Anthony ? Très bien et toi ? On va parler business, on va parler automobile parce que c'est mon métier, mais ça a aussi été ton départ un petit peu... dans ce que tu as pu faire dans l'entrepreneuriat, tes premiers billets que tu as gagnés. Ce qui est fou, c'est qu'on a un point commun. Alors, on a peut-être plusieurs, mais un qui est vraiment important pour moi, c'est que tu as commencé en allant acheter des véhicules en province, avec un modèle spécifique, que tu achetais moins cher en province, que tu ramenais, que tu retouchais un petit peu et que tu revendais. Bah, sache que moi, j'ai commencé comme ça aussi. C'est marrant. Et avec un modèle spécifique, pour commencer, qui était la Smart. En fait, à Paris, la Smart marchait bien, en province moins. Et j'allais acheter des Smart. Et je me tapais des kilomètres sur autoroute, c'était infâme. Mais j'ai commencé comme ça. Donc, ça m'a fait plaisir en préparant cette émission de voir ça. Et j'aimerais que tu me parles un petit peu aussi de ce moment de ta vie où tu as vendu des voitures, du coup. C'est intéressant parce que sur les réseaux, quand je l'avais abordé, il y a beaucoup de gens qui disaient mais ça se saurait si c'est possible de gagner de l'argent en achetant et revendant, si c'était aussi simple. Et parce qu'en réalité, les gens oublient qu'avec du travail, de la motivation et de la discipline, tu peux générer de l'argent dans n'importe quelle verticale. Et c'est ça qui est intéressant. Les voitures, et tu as raison, toi, tu étais concentré sur la Smart, moi, j'étais concentré sur l'Audi A6 2,7 litres TDI parce que à Bordeaux, c'est là que je vivais, il y avait beaucoup de familles. Donc, quand tu as des familles, tu as besoin d'un break, tu as besoin d'espace. Souvent, tu veux pas le plus gros moteur qui était le 3 litres TDI ou un moteur essence qui consommait beaucoup. C'était la mode du diesel, hein, maintenant ça a changé. Et du coup, je cherchais tous ces modèles dans la France entière. Je me mettais des alertes, j'étais sur Le Bon Coin, La Centrale, et donc je connaissais le prix parfaitement. Et comme tu le sais toi, il y a des packages. Alors tu as le package confort, luxe, sport. Et du coup, je savais exactement le prix de chaque modèle et ça me permettait d'être très réactif dès que j'avais une alerte, d'appeler les personnes et de leur dire écoute, tu en veux 17 000 euros, moi je t'en propose 15 000. Et sur 30 coups de fil, t'en as toujours un qui a besoin d'argent, qui vient de divorcer, qui a un problème de cash, qui déménage. Et en général, en ayant une petite réduction de 1000 ou 2000 euros, plus toi en la revendant un peu plus cher, en repeignant les petits scratchs qu'il y a, ou en changeant les jantes, t'arrivais toujours à faire un écart, du coup, à la baisse et à la hausse au moment de la revente, ce qui te permettait de faire une plus-value. Il faut pas trop le dire, mais tu payais pas d'impôt dessus parce que on va dire qu'ils tolèrent entre 4 et 5, 6 cartes grises par an sans que tu sois un professionnel. Et moi, j'étais jeune à l'époque et donc ça fonctionnait. Mais c'était du travail parce qu'il fallait prendre le train pour y aller, il fallait revenir avec la voiture. Je me souviens, parfois, j'allais à Lille, j'allais à Marseille, donc tu tapais vraiment des journées entières. Il fallait bien prévoir le coût, il fallait calculer combien tu payes de péage, combien tu payes d'essence, il fallait prévoir les coûts de la carte grise, il y avait les coûts de l'assurance aussi. Et bref, il y avait plein de petites techniques. Au final, c'est surtout le goût de l'entrepreneuriat, je pense que ça m'a donné.
Et quand tu es sur le terrain, c'est là que tu apprends à être un bon vendeur parce que tu es au contact du client en direct, à la fois dans la négociation de l'achat, mais aussi dans la négociation de la vente. Et je pense que les jeunes aujourd'hui ont besoin d'aller sur le terrain beaucoup plus. L'école, c'est pas mauvais, on va pas critiquer, mais la réalité, c'est que tu es dans la théorie, tu écoutes des professeurs qui eux-mêmes ne sont pas des professionnels la plupart du temps. Donc ils t'expliquent comment faire du business, mais ils en font pas, et ils sont souvent pauvres. Et donc c'est ces gens-là qui vont t'expliquer comment devenir riche. C'est un peu comme si tu voulais apprendre à faire du pain, mais que c'est pas un boulanger qui te le montrait, que c'était j'en sais rien, un menuisier. Bon, c'est un peu bizarre. Donc du coup, c'était une belle expérience. Elle m'a beaucoup appris. Et en plus, j'aimais les voitures, donc c'était quelque chose qui me passionnait. C'est ce qu'on dit souvent. Si tu veux avoir l'impression de ne pas travailler, trouve une verticale qui te fait kiffer. Et comme ça, le matin, quand tu te lèves, t'es content d'aller charbonner. Ouais, donc c'était vraiment le parallèle. Et moi, j'avais vraiment fait ça. Et j'ai les mêmes choses où je calculais l'assurance. Et l'assurance qui me disait, mais comment ça se fait que tu la revends au bout d'un mois? Il fallait trouver, oui, non, mais ça me plaît pas, ça consomme trop. Oui, mais ça fait 2 fois, 3 fois la même voiture. Et on trouvait toujours ces parallèles. Et après, moi, j'ai monté un réseau. On en reparlera un peu plus tard. Donc, c'est vrai que j'avais lu ça et ça m'a fait sourire. Je me suis dit, vraiment, c'est incroyable. Moi, j'avais mangé un Tracfin, pour la petite anecdote. Je m'étais mangé un Tracfin parce que j'avais ma banquière qui me disait, mais attends, je comprends pas, t'es étudiant, t'as plus 21 ans ou 20 ans. Et comme il y avait plusieurs allers-retours de voitures chaque mois, ça faisait tout de suite des gros volumes. Parce que t'achètes, admettons, une voiture 20 000, tu la revends 22 000, t'as 42 000 euros de flux sur ton compte. Donc la banquière m'avait balancé à Tracfin. Bon, et ils avaient vu que j'étais un petit jeune qui avait rien de méchant. Mais j'avais une bonne technique, moi, pour les assurances. Je sais pas si on peut en parler. C'est Mela qui dira si on regarde. C'est que moi, je déclarais que j'allais acheter la voiture. Et donc, en fait, l'assurance, tu es censé les prévenir avant d'acheter la voiture pour pouvoir rouler avec. Ils t'envoient la carte grise, la carte verte, pardon, pour que tu la mettes sur le truc. Et moi, en fait, à la fin, je disais, bah, finalement, je ne l'ai pas acheté quand j'ai été la visiter, elle avait un problème. Et donc, ça a annulé mon abonnement, mais j'avais toujours la carte verte. Et du coup, j'avais pas besoin de payer l'assurance. La voiture était pas vraiment assurée, mais il y avait une carte verte dessus. Et comme je l'utilisais pas le temps de la vendre, bon, ben, ça craignait pas. Et donc, j'économisais l'assurance sur chaque voiture. Est-ce que tu faisais comme moi, tu roulais et profitais de la voiture? Parce que moi un aussi, petit peu, mais pas trop, parce que sinon, je savais qu'avec l'assurance, j'étais à risque. Même si normalement, si la police me contrôlait, j'avais les papiers. Ils pouvaient pas savoir, en fait, qu'elle était pas assurée, puisque j'avais les papiers de l'assurance reçus. Alors, c'est fini aujourd'hui. Ça, je sais plus comment ça marche. Mais... Bah, aujourd'hui, en fait, t'as plus de carte verte. Okay. Et en fait, t'es automatiquement relayé au centre des assurances. Donc, un policier qui te contrôle, il sait si la voiture est assurée ou pas. Il faut savoir surfer sur la vague du moment. C'est ça, les entrepreneurs, ils arrivent à trouver les failles. À l'époque, il y en avait pas mal, même sur les flashs, les permis, les trucs comme ça. Aujourd'hui, j'ai plus de voiture en France. Donc, c'est vrai, terminé. Ouais. Bon, on va parler un petit peu après voiture. Si on devait résumer un petit peu ton élément déclencheur à toi, qui t'a fait passer de la rue à l'entrepreneuriat, parce que c'est une vraie histoire et moi j'ai vraiment aimé écouter cette histoire parce que ça montre que pour tout le monde, n'importe quelle personne au monde, on peut devenir riche, on peut devenir entrepreneur, on peut devenir public. C'est juste comme tu le dis, l'envie et se donner les moyens de le faire. Mais toi, quel a été l'élément où tu t'es dit à un moment donné, bon, faut que je bascule, ça y est, c'est trop et il faut que j'y arrive? Quelque part, j'ai pas beaucoup de mérite puisqu'en fait, j'avais pas le choix, donc c'était même pas un objectif conscient, c'est-à-dire que vu que j'avais pas de famille, j'étais à la rue, j'avais pas d'argent, j'étais à l'école publique, donc je payais pas, j'avais même pas le RSA, parce que le RSA c'était à partir de 25 ans, donc j'avais l'aide du Crous, j'avais la CAF, j'avais quelques aides comme ça pour survivre, et donc je faisais plein de business à côté pour essayer de m'en sortir. Et donc, sans m'en rendre compte, j'étais déjà entrepreneur quand je faisais les voitures. Il y a plein de trucs que je faisais dans ce même style. Et c'est quand j'ai rencontré Mélanie, qui est comme ma petite sœur aujourd'hui, vers l'âge de, je sais pas, 18-20 ans, qu'elle m'a dit, bon, il faut penser plus gros, il faut être plus calme, il faut moins t'énerver, parce que quand t'es pauvre et que t'as envie de réussir, souvent t'as de la haine. T'as une haine qui peut être positive, mais qui peut aussi être négative, parce que t'es tellement rageux, en fait, de ce système, et tu dis, c'est tellement injuste que moi, j'ai pas les cartes en main pour réussir, alors que tous mes copains à la fac, ils ont déjà la voiture payée par les parents, l'appartement qui est réglé à la fin du mois, ils partent en vacances, donc ils parlent plusieurs langues étrangères, alors que moi, j'ai jamais mis les pieds hors de France parce que j'ai pas les moyens. En fait, tu peux très vite tomber dans la haine, et c'est pour ça que j'ai une position assez inconfortable aujourd'hui dans le pays, parce que je comprends à la fois les pauvres, et à la fois les riches. Donc je comprends les gens qui vont dans la rue et qui sont énervés parce qu'ils disent le système est foireux, on pourra jamais réussir, on n'est pas des esclaves. Donc ils vont dans la rue, ils cassent tout, ils ont l'impression que ça va aider parce que cette haine, je l'ai vécue moi aussi. Et de l'autre côté, je comprends aussi les gens qui travaillent dur, qui ont économisé de l'argent, qui ont fait des belles boîtes et qui n'ont pas envie de payer des millions d'impôts ou 50% sur leur patrimoine, sur ce qu'ils ont généré parce que quand les autres étaient en vacances ou qui travaillaient moins, eux ils se butaient, ils travaillaient tard le soir pour mettre leur famille à l'abri. Et donc ce qui est compliqué, c'est que je comprends les deux parties, mais les deux parties ne peuvent pas se comprendre entre elles. Et c'est ce qui crée une césure très forte dans le pays et qui, à mon avis, fait que le pays est condamné.
parce que les politiciens sont des clowns aujourd'hui et sont incapables de proposer des solutions qui vont réunir l'ensemble de la population. Et du coup, vu qu'il n'y a plus d'espoir, contrairement à de nombreux pays en ce moment qui sont en train d'exploser, les pauvres savent qu'ils ne seront jamais riches. Les riches s'opposent aux pauvres parce qu'ils ont peur qu'on prenne leurs acquis. Et la situation est déplorable. Il suffit de regarder la dette en France pour comprendre que la situation est figée. On emprunte encore 300 milliards cette année alors qu'on a 3300 milliards de dettes. Rien que les intérêts de la dette, c'est plus d'argent que ce qu'on met dans la défense ou l'éducation nationale. Il n'y a aucune chance que le pays aille mieux. La dette, la seule raison d'en avoir, c'est pour financer de l'innovation et de la croissance à venir. Mais là, c'est pas le cas. C'est simplement pour rester la tête hors de l'eau. Donc moi, je prédis que la France fera exactement comme la Grèce ou l'Italie, va tomber en défaut, va être sauvée par le FMI, l'Europe. On va avoir un plan d'austérité terrible pour rembourser. On sera plus indépendant et la France perdra toute sa grandeur. Et dans 10 ans, 15 ans, la seule solution qu'ils auront seront de refaire venir les riches qui auront fui dans les prochains mois, prochaines années, en leur disant si vous venez vivre en France, vous ne paierez plus d'impôts pendant X années, comme l'a fait le Portugal, comme le fait l'Italie, comme le fait la Grèce, comme le font tous les pays qui au début jouaient les communistes et finalement se sont dit le capitalisme c'est pas mal quand même quand il y a des riches qui participent. Super. Et du coup, toi, t'as pas l'envie ou tu dirais pas qu'il faudrait peut-être, et c'est une idée, je pense qu'on avait même discuté lors d'un dîner, d'avoir quelqu'un, un président de la République qui serait entrepreneur, un peu comme on a eu aux États-Unis. Alors on sait qu'on n'a pas la même mentalité en France, mais on a un président qui est quand même multimilliardaire aux États-Unis, et on voit que tout repart, que l'économie part, qu'il y a pas mal de choses qui fonctionnent. Est-ce que tu verrais pas, ou peut-être toi-même, te voir justement dans cette France qu'on aime, parce qu'on l'aime, et on a tous, en tant qu'entrepreneurs, ce problème-là. On est frustré, on voudrait faire plus, on voudrait innover, et chaque fois on se dit non, je vais peut-être voir le pays d'à côté parce que je suis moins imposé, parce que je vais travailler pour moi. Alors on est d'accord d'être imposé parce que ça fait partie du jeu, on vit dans un pays et il faut qu'on contribue à ce pays. Mais à un moment donné, il y a des limites, ça devient du racket, ça devient compliqué. Nous on l'a dans l'automobile avec les malus parce que c'est devenu n'importe quoi. Et puis j'avais vu un petit post qui était passé sur LinkedIn où c'était la Ford Mustang, c'était tout simple. En 2021, ils s'en vendaient, je crois, 1000 en France, avec un malus de 10 000 euros. Et puis, plus le malus a augmenté, et l'année dernière, ils en ont vendu 20. Donc, au final, pas de TVA sur les voitures qui sont vendues, pas de taxes d'assurance, parce qu'on paye des taxes sur les assurances, les ateliers qui ne fonctionnent pas, et au final, la perte, elle est énorme. On nous parle de véhicules qui polluent. Ok, on a des pays à côté, comme l'Allemagne, l'Italie. On sait que c'est 2035, il y a une deadline, mais en attendant, laisser les gens profiter, parce que souvent on me dit oui, mais celui qui a les moyens d'acheter une Ferrari, il peut payer 70 000 ou 80 000 euros de malus. C'est faux, il n'a pas l'envie de le faire, pourquoi il le ferait? Et ça, je trouve ça dommage, parce que même nous, dans notre industrie, c'est de plus en plus compliqué, alors que y a des dettes, récupérez de l'argent, mais récupérez-le intelligemment, plutôt qu'en mettant des restrictions qui font que personne ne va payer. Oui, et tu as raison de le souligner, c'est pas une question de vouloir payer ou pouvoir payer, c'est une question qu'on est dans un monde aujourd'hui qui est digitalisé, les politiciens, on va dire intellectuels de gauche, souvent disent oui, regardez, quand Mitterrand est passé, tout le monde devait partir, ils sont pas partis, les riches. La réalité, c'est qu'on est dans un monde qui a évolué. Aujourd'hui, tout le monde travaille en remote depuis son ordinateur. Tu prends un avion en 5 heures, tu peux être partout, on va dire, dans un périmètre largement intéressant fiscalement. Tu as aujourd'hui une qualité de vie dans certains pays qui est exceptionnelle. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui. Si demain, je veux partir de la France, avec les avocats et mon family office, ça me prend une semaine d'organisation, l'histoire est pliée. Et c'est pas moi qui vais arranger mes vêtements pour partir, donc ça va être très vite fait. Et le souci, c'est que je comprends le peuple qui manque d'argent et qui se dit oui, s'il gagne plus de 100, s'il a un patrimoine supérieur à 100 millions, pour revenir sur la taxe Zuckman par exemple, qu'est-ce qu'il s'en fout de payer 3-4 millions? Mais c'est pas une question qu'il peut pas les payer, c'est une question que s'il peut ne pas les payer dans un autre pays, c'est logique qu'il le fasse. Et il faut juste se mettre à sa place. Imaginez, vous avez de l'argent, vous avez un patrimoine, vous avez travaillé dur, vous avez fait une boîte. Soit vous restez en France et vous allez payer 4-5 millions par an avec la taxe Zuckman. Moi, c'est ce qui m'arriverait à peu près, tu vois, si la Zuckman passe. Ou alors, tu te dis, j'ai juste à déménager, aller dans un pays qui est tout aussi bien, voire mieux en termes de sécurité, de lifestyle, et je paye 0. Il faudrait quand même être un abruti pour rester en France et payer 4-5 millions. T'imagines ce que tu fais avec 4-5 millions? Ce que tu peux investir, ce que tu peux créer comme valeur autour de toi, ce que tu peux faire vivre comme lifestyle à ta famille, à tes amis. C'est-à-dire que personne
de Sensé ne restera en France en payant 4-5 millions d'impôts. Et il y en a qui paieront évidemment beaucoup plus, ceux qui sont en plusieurs centaines de millions ou en milliards. Et vous doutez bien que c'est des gens qui savent compter et qui sont bien accompagnés. Ils ne le feront pas. Et quand je vois Éric Coquerel, qui est le président de la commission des finances, qui ne comprend même pas le b.a.-ba de la finance, il est passé sur BFM Business, il ne comprenait même pas comment fonctionnait la valorisation d'une entreprise, c'est un pays de clowns. C'est un pays de clowns. Mais quand j'ai vu cette vidéo, j'ai honte pour la France, parce que c'est la France qui élit ces personnes. Ils devraient être démis de leurs fonctions instantanément quand ils confondent chiffre d'affaires, valorisation, et qui dit mais non, il ne paiera pas d'impôt Zuckman parce que c'est pas son patrimoine. Il comprend même pas que le fondateur est propriétaire de titres et donc que ça ajoute de la valeur à son patrimoine. Mais le niveau est proche de zéro. C'est lamentable. C'est-à-dire qu'un étudiant en seconde ou en première au lycée comprend mieux la finance que le président de la commission des finances françaises. Mais c'est vraiment déplorable et ça envoie un message très clair à la jeunesse. Fuyez, investissez votre énergie dans un autre pays. Et donc moi, ça me rend triste parce que je suis résident fiscal français, j'ai toujours payé mes impôts en France, je paye mes impôts en France parce que je considère qu'avec l'école publique, je voulais renvoyer l'ascenseur et mon message, il est assez clair, c'est permettre à tout le monde de s'extraire de sa condition initiale. Et donc, en montrant l'exemple, je me dis, ça peut inspirer des jeunes à croire dans le pays, à lancer des boîtes. Mais à un moment, quand la spoliation devient quasiment communiste, ça ne fonctionne plus. Comment tu veux avoir envie de créer des boîtes quand tu sais qu'on va tout prendre ? Ça ne fonctionne pas. Et encore une fois, moi, je suis connu pour être plutôt du côté des impôts. Et j'étais même le premier à dire, au moment où je décéderai, ça me dérange pas que l'État prenne une bonne partie de ce que j'ai créé. Parce que si je suis assez riche et que j'ai plus de, j'en sais rien, 1 milliard, il y aura largement assez pour mes enfants pour qu'ils puissent, à leur tour, faire leurs preuves. Et je pense pas que ce soit forcément nécessaire de tout leur laisser. Mais quand tu es en pleine phase de création, que tu investis comme moi le gros de ton argent dans l'économie française, pourquoi tu veux qu'on vienne me taxer, surtout quand tu sais que l'argent est tellement mal utilisé que tu pisserais dans un violon, ça ferait pareil, tu vois, c'est un puits sans fond, tu mets de l'eau mais ça sert à rien. Donc ouais, ça va mal et les voitures c'est le même exemple, en fait ils comprennent pas que acheter une Ferrari en France, personne va le faire, ils vont acheter une Ferrari dans un autre pays, ils vont les matriculer sur une société, ils vont trouver des magouilles, il y a toujours des magouilles et en fait tu peux pas imposer aux riches de payer, ils sont plus quand tu vois le niveau de Coquerel, oui. Tu te doutes bien que le mec qui a 100 millions, il est bien plus smart. Un mec qui a un family office et qui a des avocats, tu te doutes bien qu'il va réussir à trouver une solution pour détourner son truc. Ah, ça, c'est certain. Et pour revenir au sujet du coup de la présidence et de personnes, t'as pas trop répondu à cette question. J'aimerais justement qu'on débatte un peu dessus. Est-ce que tu penses que ça serait une solution d'avoir un président qui soit entrepreneur, qui soit multimillionnaire, qui n'ait pas peur de cacher son patrimoine, parce que tu vois, à chaque fois qu'il y a un président, on apprend qu'il a caché un appartement, qu'il a une maison dans le Finistère, mais on s'en fout. En fait, on aimerait, nous, un président qui dise, moi, j'ai 100 millions d'actifs. Quelqu'un qui a réussi, quoi. Exactement. Parce que quelqu'un qui a réussi à gérer une boîte, il arrivera à gérer un pays. Enfin, quelqu'un qui a pas d'argent et même qui a honte d'avoir de l'argent, c'est quand même bizarre. Il va gérer la 5e ou 6e puissance mondiale, mais il a jamais géré un cash flow, il sait pas faire de la compta, il comprend pas comment gérer des équipes. Être un entrepreneur est complètement cohérent avec la fonction de président de la République et je vais même plus loin, nos créanciers, parce qu'on va avoir des créanciers qui vont nous prêter l'argent, qui vont nous sauver, ils vont imposer ce type de profil. Ils vont pas vouloir un philosophe, un rêveur, un démago qui veut faire plaisir au pays. Ils vont vouloir un gestionnaire, un financier qui sait négocier, qui sait prendre des décisions et qui est courageux et qui va pas trembler dès que ça bouge un peu en France, parce qu'on va arriver dans un tel scénario qu'il va y avoir des gros bouleversements. Il va falloir quelqu'un qui soit très courageux et qui impose une vision. Et à un moment, l'Assemblée nationale, le Sénat, on va pas pouvoir faire voter 40 lois, que ça dure 6 mois à chaque fois. Il va falloir prendre des mesures radicales, que ça aille très vite si on veut sauver le pays. Donc oui, moi je crois beaucoup à l'entrepreneur qui ne sera pas sensible au lobby, parce qu'il a déjà de l'argent. Donc en fait, quelqu'un qui pèse 100, 200 millions, voire des milliards, il n'en a rien à foutre. Il va pas être payé par l'industrie agroalimentaire pour dire que le lait, c'est bon pour la santé, faire en sorte de faire plaisir aux uns aux autres, parce qu'après, il sait qu'il va être recruté au comité d'assemblée de je sais pas quelle entreprise. Il en aura rien à foutre. Donc oui, c'est nécessaire. Mais la vraie question, c'est qui va vouloir se présenter ? Parce que moi, honnêtement, tu me dis, tu peux être président de la République demain, oui ou non ? Je te dis non. Ça ne m'intéresse pas. Okay. Il n'y a pas assez de gains. Le risk-reward est foireux. C'est-à-dire que tu vas être exposé mondialement. Tu as forcément la moitié de la population qui te déteste parce que tu peux pas faire l'unanimité. Alors que les entrepreneurs, moi, il y en a plein qui me détestent, mais tu vois, c'est un peu les rageux parisiens. Mais globalement, quand je vais dans la rue, personne n'est jamais venu me dire quoi que ce soit de méchant. Dans la rue, les gens sont sympas.
Quand t'es politicien, je pense pas que Macron ou Sarkozy ou Hollande, quand ils marchent dans la rue, il a que des regards bienveillants. Bon, moi, ça m'intéresse pas de me faire huer quand je marche dans la rue parce qu'en fait, tu peux pas plaire à tout le monde. Et tu gagnes pas d'argent, t'as que des problèmes. Je préfère largement être comme Bernard Arnault, discret et qui fait ma vie, plutôt que être comme Sarkozy, parce qu'en réalité, même s'ils ont eu du pouvoir, ils ont eu aussi énormément de pression, énormément de problèmes. C'est vraiment un monde, je veux même pas m'en approcher, d'hypocrisie totale, de flagornerie. C'est terrible pour parler à quelques politiciens, parce qu'évidemment, plus tu as de l'argent, plus ils t'approchent pour voir comment tu pourrais les aider. C'est vraiment dramatique. À côté, le business, c'est les bisounours. C'est-à-dire que nous, on a des concurrents, on sait, moi je leur annonce la couleur, ok, on est l'un contre l'autre, c'est la guerre, c'est comme un match de boxe, c'est normal, mais tu vois, il y a pas, ça va pas plus loin. Eux, la politique, c'est vraiment, ils font genre d'être amis, puis après ils se mettent des coups de couteau dans le dos. C'est vraiment impressionnant. C'est un vrai milieu de lâches, de faibles, et c'est pas un truc qui m'intéresse. Ok. On va parler un peu aussi business parce que c'est important de parler de ça. On connaît Blast, je pense que les gens connaissent Blast parce que maintenant c'est quand même vachement connu et on va en parler, on va détailler puisque tu as un nouveau projet justement qui sort et qui est fou pour moi en tous les cas, ayant vu le communiqué de presse, je trouve ça dingue et bravo en tous les cas pour ce que tu as fait. Une question pour les personnes qui nous suivent, quels sont les 3 signaux qui te font dire là j'ai un bon deal, là faut que j'y aille, c'est comment que tu arrives à sentir les bons coups parce que c'est quand même vachement compliqué, j'en parlais avec Mélanie à l'extérieur, mais c'est dur de se dire là, la startup elle est bonne parce que en fait, t'as un début d'activité. C'est quoi les signaux? C'est quoi? Est-ce que t'as un petit truc fétiche où tu dis là, il y a tel chiffre dans le contrat ou il y a c'est tel endroit, j'y vais? Il y a déjà une équipe en face et c'est le plus important à mon sens parce qu'on fait ce qu'on appelle du early stage. Donc c'est des aventures qui viennent de commencer, de débuter. C'est des boîtes qui ont entre 1 et 5 ans et qui sont au début de leur projet. Donc à ce stade, le plus important, c'est la discipline, la motivation, l'ambition des fondateurs, leur capacité à évoluer, à apprendre, à se repositionner, à pivoter, puisque le produit que tu lances au début, c'est jamais celui qui va fonctionner à la fin. Il va falloir itérer, se réinventer constamment. Donc c'est la motivation de l'entrepreneur qui fait vraiment la différence. Donc on va regarder son passé, on va regarder les succès qu'il a déjà eu, on va regarder son comportement, on va regarder plein de choses pour voir si oui ou non c'est un green flag, donc si on peut passer à l'étape suivante. Après, il va y avoir la taille du marché qui est très importante. Est-ce que ce marché adressable, il est énorme? Typiquement, nous, un marché de 100 ou 200 millions, ça ne nous intéresse pas parce qu'on veut que l'entrepreneur, même s'il arrive à capter que 2-3% de son marché, ça représente des centaines de millions de CA. Donc il faut des marchés qui sont très profonds, en milliards d'euros ou de dollars. Et à partir du moment où on sait que c'est profond, là, on peut se positionner. Faut un produit qui répond à un besoin. C'est-à-dire que nous, on est vraiment concentré sur des business qui font du chiffre d'affaires. On n'est plus dans l'esprit startup des années 2019-2020 où avec un deck et quelques slides, tu pouvais lever sur des valos à 200 millions parce que dans 10 ans, si tes objectifs se passaient parfaitement, tu pourrais générer du chiffre. Aujourd'hui, les fonds d'investissement veulent de la rentabilité, ils veulent des maths qui fonctionnent et donc on va se concentrer sur ce qu'on appelle un POC, une preuve de traction, montrer que des gens sont prêts à payer pour avoir ton produit ou ton service, peu importe. En tout cas, il faut qu'il y ait des signaux qui montrent que le scale va arriver, mais que tu as déjà fait la première étape qui est convaincre quelques personnes que ton produit est utile. Puis après, il y a la valorisation évidemment, c'est-à-dire que le prix où on va rentrer, la valorisation de la boîte doit être suffisamment intéressante pour qu'on puisse faire un multiple décent où on gagne bien notre vie, le risk-reward, c'est-à-dire quel multiple on va faire. Si je mets 100 000 euros chez toi, combien je récupère? Si je mets 100 000 et que je récupère 300 000, ça ne m'intéresse pas. Parce que dans les startups, on veut des gros multiples. Si je veux faire du x3, je fais de l'immobilier, je fais des trucs un peu relous, fatigués. Mais bon, voilà, je sais qu'il n'y a pas de risque. C'est pas un truc qui m'excite, moi, à titre perso. Quand je vais en startup, c'est pour faire du x10, du x15, fois 1000 si j'ai beaucoup de chance. Il y a plein de startups qui ont eu des destinées incroyables. Bon, mais c'est notre travail d'essayer de les détecter. Mais on va principalement se concentrer sur des startups où on peut assez sereinement faire des projections où les multiples vont être entre x7 et x15. C'est mon cœur de commerce. Moi, c'est comme ça que je gagnais beaucoup d'argent quand j'investissais en perso. Suite à la vente de certaines de mes parts feed que j'avais vendues lors de tour de table, on avait levé plus de 40 millions. Et donc vraiment, c'est cette accumulation de faisceaux d'indices
qui nous permet de savoir si oui ou non on fait un bon deal. On va pas se voiler la face, il y a aussi une part de chance, c'est comme tout dans la vie, mais la chance, ça se déclenche, c'est-à-dire que tu dois sortir de ta zone de confort, tu dois être bon dans ce que tu fais, donc nous on a la chance d'avoir un énorme réseau, on a plus de 60 personnes dans l'équipe Blast, avec des experts de chaque verticale, de la marketplace, de l'intelligence artificielle, du hardware, de la crypto, vraiment on va aller faire de la biotech, on va vraiment toucher toutes les verticales possibles où on peut s'enrichir, et donc on a des avis de personnes très très connectées, très très précises sur ces sujets, et ça nous permet avec l'expérience qu'on a, parce qu'on analyse des centaines de dossiers chaque mois, de décrypter maintenant les meilleurs projets. Et l'idée, c'est évidemment d'investir en France et en Europe, et maintenant avec le nouveau projet, d'aller aux États-Unis, ce qui est évidemment une mission pour nous, puisque le but depuis le début de Blast, c'est d'ouvrir les portes des meilleurs projets de demain. Et aux États-Unis, il y a évidemment beaucoup d'énergie. On va y parler de ce projet. Juste avant, avec Blast, tu as créé une rareté. Et en fait, le parallèle que je veux faire, c'est qu'aujourd'hui, si tu vas acheter une Rolex, une Patek Philippe, tu vas aller chez Hermès, en fait, ce qui a fait la valeur de ces marques-là aussi, ça a été la rareté des produits. Tu veux une montre, t'attends 2 ans, 3 ans, 4 ans, faut montrer patte blanche. Aujourd'hui, pour les investisseurs qui veulent rentrer dans Blast, il y a une liste d'attente. Parce qu'évidemment, tu peux pas accepter tout le monde, il y a des profils qui sont sélectionnés. Ça a été une volonté de ta part de faire ça, ou ça a été vraiment, t'as été, victime de ton succès sur Blast? Ça a été quoi? Ça a été la volonté ou vraiment victime de ton succès en disant, j'ai trop de demandes, faut que je verrouille? En fait, ça s'est imposé à nous, mais c'est quelque chose qu'on appréciait. Et les gens me disent souvent, c'est pas vrai, si tu pouvais prendre plus de clients, tu les prendrais. Mais en fait, le modèle ne fonctionne pas si on prend trop de clients. Pourquoi? Là, aujourd'hui, on a 10 000 membres dans le Blast Club. Ça nous fait investir 100 millions par an. Si on avait 20 000 membres, donc le double, ça veut dire qu'on devrait investir 200 millions par an. Sauf que trouver 200 millions d'euros d'investissement qualitatif, c'est trop compliqué. On est 60 aujourd'hui, et quand on sera 100 dans l'équipe, on pourra le faire. Mais à 60, on ne peut pas. Et la réputation, la brand, la qualité de notre réputation, c'est la clé de la réussite sur le long terme, puisque nous, on gagne notre argent sur ce qu'on appelle la commission de performance. Donc on va prendre 20% sur les plus-values générées par l'investissement des membres. Et donc en réalité, si dès le début, on fait des investissements qui sont pas terribles et que les membres perdent leur argent à tous les coups, personne va vouloir rentrer dans le club. Alors que si on dit, on a une liste d'attente, c'est compliqué de rentrer dans le club parce qu'on veut sélectionner les meilleurs profils qui font du sens pour apporter quelque chose et créer de la valeur à la communauté qu'on a créée. Les membres qui sont sur la liste d'attente vont voir entre-temps les réussites s'accumuler, se dire moi je veux en faire partie. Et donc là, on n'a pas besoin de dépenser d'argent, c'est ça qui est fou, on a dépensé 0 en marketing depuis le début. Donc c'est une stratégie de marque, on va dire Rolex effectivement, Audemars Piguet, Patek, Hermès, mais qui s'est imposée à nous, un peu comme eux d'ailleurs, parce que c'est très transparent et légitime. Ils peuvent pas produire plus de sacs Kelly que ce qu'ils ont en fait. Et donc ils pouvaient pas en vendre partout. Et nous c'est la même chose, on n'a pas assez de place pour les membres. Et donc, on a fait une liste d'attente et c'est ce qui a cartonné. Et donc, les gens, ça leur crée, c'est vrai, un FOMO. Donc, la fear of missing out, c'est une bonne stratégie de vente. C'est tu veux en faire partie, mais on te dit non. Tu vas acheter une Ferrari demain. Moi-même, à un moment, je regardais pour acheter une Ferrari à 300-400 000 euros. J'appelle, il me dit oui, il faut attendre 2 ans. Je dis non, mais t'as pas compris, je veux payer cash tout de suite. Il me dit ah oui, mais ça marche pas. Donc en fait, même quand t'as de l'argent, tu peux pas forcément tout acheter. Et donc les membres, c'est pareil. Il y en a qui me disent mais moi je veux acheter une adhésion à 10 000 euros et je veux investir 1 million par an avec vous. Je dis ouais, mais on n'a pas de problème d'argent. On a trop d'argent. C'est-à-dire qu'on sursouscrit nos deals. C'est-à-dire quand on lève 5 millions pour une startup, on va avoir 6-7 millions dispo. Et donc les membres vont être dilués. C'est-à-dire que celui qui voulait mettre 10 000, en fait, il va pas pouvoir mettre 10 000, il va pouvoir mettre que 6 000 par exemple, n'importe quoi. C'est parce qu'on a la force du produit, ça répond à un besoin et c'est un vrai plaisir pour mon co-founder, pour moi, d'être dans ce cas de figure parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a plutôt le problème inverse de ne pas avoir assez de clients que trop de clients. Et du coup, on va parler de eCombinator, ton nouveau projet. Est-ce que ça aura aussi, est-ce que ça a un intérêt puisque est-ce que tu vas pouvoir ouvrir plus de tickets grâce à eCombinator ou ce sera plutôt les membres de Blast qui pourront investir aussi dedans? Comment ça va se passer? Parce que c'est tout nouveau. J'ai lu le communiqué de presse, mais c'est vrai que je voulais entendre de tes mots. Quelle va être la différence? Parce que c'est la bombe qui arrive et je pense que là, tous tes concurrents et tous ceux qui parlent business, ils sont comme ça pour savoir vraiment comment ça va fonctionner. Je sais que tu commences à en parler et là, on veut vraiment avoir les tenants et les aboutissants de ce super projet que tu as mis en place.
Yes, Y Combinator, pour ceux qui connaissent pas, c'est le meilleur incubateur du monde. Donc c'est une fabrique à licorne, c'est aux États-Unis, Silicon Valley. Il y a les grosses boîtes qui sont passées par là. T'as Airbnb, t'as Stripe, t'as Coinbase, t'as Reddit, t'as Twitch. Enfin, vraiment des succès énormes. 6% des boîtes passées par Y Combinator sont devenues des licornes, donc valorisation supérieure à 1 milliard. 12% de ces 6% sont devenus des décacornes, donc des boîtes qui valent plus de 10 milliards d'euros, ce qui est quand même extrêmement rare. En France, il n'y en a qu'une, pour donner l'info. Là-bas, il y en a 90. C'est juste colossal. Le multiple moyen d'un investisseur chez YC qui a mis dans au moins 8 boîtes, dans 4 promotions différentes, il est à x10,5. C'est même pas la moyenne, c'est le médian. Donc c'est le multiple médian. Tu mets 1000, tu récupères 10 500. Donc c'est juste colossal, les chiffres qui y sont. Tu as 10 000 startups qui se présentent, il y en a moins d'1% qui sont sélectionnés. Donc c'est plus raide qu'Harvard pour être représenté à Y Combinator. Et c'était évidemment très exclusif. Seuls les très gros investisseurs reconnus, réputés, qui avaient un réseau étaient acceptés lors de ce qu'on appelle le Demo Day. Donc le Demo Day, c'est quand les startups sélectionnées par YC, Y Combinator, pitchent leur projet à ces investisseurs. Et nous, on a réussi le tour de force de pouvoir proposer les startups aux membres Blast avant même le Demo Day. C'est-à-dire qu'avant même que ces startups pitchent les autres investisseurs, on s'est déjà positionné chez eux, ce qui nous permet d'avoir les meilleures startups du Y Combinator, en tout cas celles que nous on considère les meilleures, parce que la réalité c'est que les meilleures startups de Y Combinator ont déjà closé leur deal et leur levée de fonds avant même le Demo Day. Donc en fait c'est toujours comme ça dans le business, et les voitures tu connais, c'est du off-market aussi, c'est-à-dire que quand la voiture elle est arrivée sur le Bon Coin ou la Centrale, c'est presque déjà trop tard, parce que les meilleurs coups ils sont achetés en off, et il y a des gens qui t'appellent qui disent bon j'ai pas encore eu le temps de la mettre, je te la vends à tel prix, ça t'intéresse. C'est pareil pour les startups, c'est du off-market. Et donc c'est incroyable parce que des membres vont pouvoir investir dans les startups de YC qui étaient vraiment impossibles. Donc oui, ça nous permet d'investir plus d'argent. C'est pour ça qu'on va réouvrir quelques places, même s'il faut toujours s'inscrire sur la liste d'attente, et on a des relations investisseurs, des personnes de l'équipe qui vont appeler les différents profils pour faire une sorte de comité de sélection. Moi, je vais parler à tous les gros membres potentiels, donc les Diamond, les Platinum, parce que c'est hyper important pour moi de savoir qui va rentrer dans le club quand ils mettent des gros tickets. Parce que c'est des personnes qui peuvent déployer 500 000, 1 million par an, et donc ça prend de la place. Et on veut pas simplement des gens, ça nous arrivait, qui nous disent ouais moi je suis riche, je vais envoyer dans des startups. Non, on veut quelqu'un qui participe à la création de valeur, qui va participer aux événements du club, qui va être sur le Discord où on a des milliers d'échanges chaque jour pour partager aussi son savoir. Et c'est un peu comme les francs-maçons aujourd'hui, il y a on a mis en place un agenda, et donc quand quelqu'un cherche un avocat ou un comptable, bon il va d'abord chercher dans notre agenda un comptable Blast, et comme ça les gens s'entraident entre eux, et c'est vraiment ce qu'on voulait, et je pense que c'est ce que devrait faire le monde politique aujourd'hui, réussir à réunir toutes les strates de la société. On a des petits investisseurs qui vont mettre 5-10 000 euros dans l'année, d'autres qui sont multimillionnaires, voire milliardaires, et du coup ces gens-là se parlent, ils viennent de différentes villes, différents milieux, ils ont différentes couleurs de peau, il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, et c'est absolument incroyable de voir les événements Blast où tout ça se mélange, crée de la valeur, et je pense qu'on a réussi à faire ce que les politiques devraient essayer de gérer dans les prochaines années. Combien de membres actifs chez Blast 10 000. 10 000 aujourd'hui. Et c'est une volonté de bloquer à 10 000. Parce que sinon, on a trop d'argent. On a déjà déployé 200 millions en 3 ans, ce qui est énorme. Il n'y a aucun fonds d'investissement en France en early stage qui a fait ça. On est sur une moyenne à 100 millions par an maintenant parce que ça fait que monter. Et si on en prenait beaucoup plus, il faudrait qu'on déploie. Alors là, avec YC, effectivement, ça va nous permettre de mettre de nouveaux tickets. On a déjà investi dans 2 batchs. Donc il y en a un par quarter, un par trimestre. On en a déjà fait 2. À partir de maintenant, on sait que ça déroule et qu'on peut mettre des tickets vraiment intéressants. Donc on est ravis de pouvoir accueillir de nouveaux membres. Ah bah ça c'est génial parce que là pour le coup ça va faire monter en puissance Blast, et puis tous les personnes un peu frustrées et voilà, si vous voulez votre Rolex ou votre Patek, aujourd'hui c'est Blast, vous Exactement. Y allez et vous investissez. Du coup quand t'as monté ce projet, c'est toi qui es parti pitcher pour te vendre? Écoute, on n'a même pas pitché avec Samuel parce qu'on avait tellement appris de nos erreurs. Samuel avait fait une boîte qui s'appelait My Jolly Candle, il avait levé de l'argent. Avec Fitch, j'avais levé 40 millions aussi, et donc je sais à quel point tu deviens dépendant des investisseurs, c'est-à-dire que tu n'es plus vraiment dans ta boîte. Et on s'est dit avec Blast on ne lèvera jamais d'argent, donc on a fait des tours de table qui nous ont valorisé, mais c'était toujours des sessions de parts. On a fait 3 tours de table successifs, on en a fait 1 à 50 millions de valo pour que nos membres puissent rentrer dans l'aventure. On a refusé tous les investisseurs extérieurs, c'est-à-dire que si t'es pas membre de Blast, tu ne peux pas rentrer. On a des banques qui voulaient rentrer, des investisseurs qui voulaient, des fonds d'investissement qui voulaient rentrer, on les a tous refusés. On a dit on veut faire un cercle vertueux, et donc du coup si t'es pas membre tu rentres pas. On a fait 50 millions de valo, l'année d'après 150 millions de valo, et l'année suivante, là c'était début 2025,
250 millions de valo, et ça va monter encore évidemment l'année prochaine, puisque au bout de 3 ans, on fait déjà 20 millions d'EBITDA, plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est beaucoup sans avoir levé 1 euro. Et l'année prochaine, on fera 30 millions d'EBITDA assez sereinement. Et on est ravis que des membres, d'ailleurs, qui étaient rentrés à 50 millions de valo, et puis revendent leur participation. Il y en a pas mal qui avaient mis des tickets de 100 000 et qui viennent de récupérer 500 000 euros au début de l'année, en 2 ans. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de placements qui le permettent. Et c'est aussi la mission de Blast, permettre à des gens de s'enrichir, de générer de la valeur. Et ce qu'on sait, c'est que ces personnes qui vont déclencher des grosses plus-values vont les réinjecter dans l'écosystème de nos startups, en sachant que pour Blast, c'était assez exceptionnel parce qu'on ne prenait pas de caride dessus, donc pas de commission de performance. Donc c'était vraiment 500 000 de plus-value, on ne prenait même pas nos 20% parce que c'est Blast et on a fait un petit cadeau à tous les membres. C'est très sympa. Et du coup, ça te fait quoi à toi de te dire que grâce à toi, alors souvent c'est des gens qui ont les moyens, mais quelqu'un qui commence l'aventure Blast, qui a commencé même à ses débuts, peut devenir, et c'est la réalité, millionnaire grâce à Blast et grâce à tes équipes. C'est quand même incroyable. Kiff, ouais. C'est incroyable quand même de se dire ça, parce que moi j'ai un peu ce retour avec mes franchisés, parce que j'ai un réseau de franchises, et de voir des franchisés évoluer, qui étaient dans le salariat, qui sont devenus entrepreneurs, qui performent. C'est vraiment très gratifiant, plus que l'argent, parce que l'argent, c'est pas une fin en soi, mais c'est très gratifiant. Et toi, tu as ces mêmes sensations quand tu vois justement les deals qui sont à réaliser, les exits, où là, tu te dis, ah ouais, quand même, avec ce qu'il a mis, ce qu'il a pris, c'est quand même intéressant. Et puis, ils peuvent devenir millionnaires avec le temps, facilement au final. Oui, tu as raison. Les plus grosses plus-values, c'est même pas les plus intéressantes parce que tu as bien précisé qu'ils avaient déjà de l'argent, donc ils ont l'habitude. Ceux qui peuvent mettre 100 000 euros par dossier, évidemment qu'ils sont très contents d'avoir 500 000, mais ça va pas changer leur vie. Alors que des petits jeunes qui mettent 5 000 euros et qui vont récupérer 25, 30, 40 sur certains dossiers, je sais que c'est un impact immédiat et ils nous le disent parce qu'ils sont en train de faire leurs études ou alors parce qu'ils ont 35 ans et qu'ils ont un salaire de 3 000 euros par mois et donc ça va vraiment changer les choses. Et c'est une vraie satisfaction personnelle et c'est pareil avec mon entourage, de pouvoir avoir un impact positif. C'est un peu comme quand tu jettes un caillou au milieu de l'étang, c'est, tu vois, l'onde de choc qui va se propager et c'est ce qui fait que ta mission devient immortelle quasiment parce que de nouveaux vont prendre le relais et donc ça c'est vraiment très cool. Et si on peut rendre plein de membres Blast plus riches qu'ils ne le sont, ce sera la preuve que tout est possible et que cet écosystème startup qui était réservé aux plus riches depuis 20 ans est en train d'ouvrir ses portes. Et tu le sais souvent, tu le sais sûrement, à Paris, il y en a beaucoup qui nous ont critiqués, qui nous ont craché dessus, notamment les institutionnels ou les fonds d'investissement parce qu'ils disaient mais les particuliers ne devraient pas investir en start-up, c'est trop risqué. En fait, ils prennent vraiment les gens pour des cons, c'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas que les particuliers sont assez intelligents pour se positionner, même quand tu leur fais une due deal, quand tu leur expliques tout. Et la réalité, c'est qu'ils préfèrent garder pour eux les bons plans. La verticale start-up, c'est la verticale qui a les meilleurs rendements depuis 10 ans. Il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus. Mieux que les LBO, mieux que les OBO, mieux que la bourse, mieux que tout l'immobilier évidemment, et ils préféraient le garder entre eux. Il y a des fortunes colossales qui ont été générées. Et quand on l'ouvre au grand public, ça fait grincer des dents. Alors que l'écosystème startup, et notamment le français, qui est vraiment basé sur la reproduction sociale, l'élitisme, l'entre-soi, c'est des jeunes qui sortaient d'école de commerce, qui avaient 25 ans, qui devenaient investisseurs et qui allaient expliquer aux entrepreneurs français comment ils devaient gérer leur boîte. Moi, j'ai vu des scènes en board exceptionnelles. C'est-à-dire que des jeunes qui avaient 25 ans, 26 ans, qui n'avaient pas un euro, mais juste c'était les fils de je sais pas qui, où ils avaient fait HEC ou je sais pas quelle école, qui expliquaient à des fondateurs de 45 ans, 50 ans, qui étaient brillants, qui avaient des dizaines de millions, des centaines de millions. Non, tu devrais pas faire comme ça, tu devrais plutôt faire ça parce qu'ils avaient entendu ça dans un cours. Mais comme les politiciens, comme Coquerel qui sait pas ce que c'est qu'une valorisation. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu l'entends à l'école, c'est très différent de quand tu l'as toi-même confronté par un avocat, par ton comptable qui t'a expliqué. Et donc, on est dans un monde complètement absurde et c'est pour ça qu'aux États-Unis, les entrepreneurs qu'on rencontre chez YC, par exemple, sont vraiment ravis de travailler avec nous parce qu'ils se retrouvent en nous. Et nous, on a vécu ce qu'ils sont en train de vivre. On a vécu le scale, on a vécu les débuts, on a vécu la création d'une marque, d'une communauté. Et donc, on peut renvoyer du feedback, on peut renvoyer du conseil sans jamais être intrusif. Et c'est pour moi la clé quand tu es investisseur dans une startup. Ton travail, c'est pas de jouer les cofondateurs, c'est de soutenir et de faire du ping-pong potentiellement avec l'entrepreneur pour créer du débat, le faire réfléchir, mais jamais lui imposer une vision. Et si tu dois imposer une vision à ton fondateur, c'est que tu as mal choisi ton fondateur. Parce qu'un bon fondateur, il écoute,
mais il ne se fait pas diriger. C'est-à-dire que c'est pas ton employé, c'est pas ton salarié, et cet état d'esprit, c'est ce qu'ils aiment aux États-Unis. Et d'ailleurs, les investisseurs là-bas ont beaucoup moins de droits qu'en France. En France, les pactes actionnaires sont extrêmement durs pour les fondateurs. Là-bas, aux États-Unis, t'as même pas de pro-rata rights, hein, ça veut dire que t'es même pas autorisé à réinvestir dans la boîte au tour d'après automatiquement. Si ça n'a pas été bon, que tu n'as pas créé de valeur, tu peux pas remettre dans le tour qui suit. Donc en France, c'est la base, c'est-à-dire que tu investis dans une startup française, tu sais que quoi qu'il arrive, si elle refait un tour de table, tu pourras remettre au prorata pour pas être dilué. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Et moi, j'aime cet état d'esprit, et c'est pour ça aussi que le pays est très business, qu'il y a beaucoup de croissance, parce que là-bas, on t'explique que tu es dépendant de ton succès, et que tout dépend de toi, tu es autonome. Alors ça fait aussi des dégâts, hein, on le voit même sur l'assurance santé et compagnie, et c'est sûr que tu es beaucoup moins coucouné et aidé qu'en France, mais où est le bon juste milieu ? Tu vois, où est le bon juste milieu ? Il y en a qui vont dire c'est normal de jamais payer aucun soin, peut-être, mais est-ce qu'il vaut mieux pas dire aux gens, sois, on va dire, le maître de ton bateau, le maître de ton destin ? On sait qu'il y a des parcours qui sont difficiles et qu'il faut aider, mais bon, 2 ans de chômage, RSA à vie, retraite, est-ce que c'est un bon système ? J'en suis pas sûr. En tout cas, on parle souvent de Ponzi. Les gens disent oui, Blast, c'est sûrement une escroquerie. La seule escroquerie que je vois aujourd'hui en France, c'est le système des retraites, qui est un Ponzi pur et dur, et qui évidemment ne fonctionne plus. Et donc, ça veut dire que les jeunes, je sais pas s'ils le savent, mais je leur dis et faites-moi confiance, si vous travaillez aujourd'hui, votre retraite va être misérable, et investissez très rapidement de l'argent pour pouvoir avoir des rentrées d'oseille quand vous aurez plus de 65 ans, parce que c'est pas sur les retraites qu'il faut compter. Ça, c'est vraiment certain. C'est important ce que tu dis parce que il y a beaucoup de jeunes qui t'écoutent et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui écoutent un peu tout le monde et on entend tellement à boire et à manger sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je trouve que c'est même limite dangereux. On voit plein de liens sponsorisés, investissez là, et puis il y a eu ce qui a été vécu avec la crypto-monnaie où les gens disaient faut investir là, c'était des arnaques derrière, donc les gens ont un petit peu peur. Mais là, on voit quand même que pour quelqu'un qui est un minimum sensé, c'est Blast, c'est Anthony derrière tout ça. Il y a quand même des vraies réussites qui sont montrées. J'arrive toujours pas à comprendre comment il y en a qui arrivent à se faire arnaquer, d'aller investir dans des choses qui sont impossibles. Là, aujourd'hui, voilà, on voit que c'est du concret. En plus, il y a une nouvelle ouverture, donc c'est vraiment sympa. Et on voit beaucoup aussi maintenant aujourd'hui d'entrepreneurs qui affichent leur réussite. En France, ça choque un petit peu parce que c'est sûr qu'on n'est pas habitué par rapport aux États-Unis. Qu'est-ce que t'en penses ? Parce que des fois, je sais que je vois tes posts sur Insta, t'es là pour choquer un petit peu. Mais c'est quoi l'idée quand tu fais ça ? Parce que il y a une idée derrière la tête. Quand Anthony fait quelque chose, c'est pas, il montre pas pour montrer. Ouais, il y a toujours une raison. Et j'aime bien provoquer, choquer le consortium, l'ordre établi, parce qu'en France, c'est pas bien de montrer son argent. On est dans un pays très bourgeois, et ça s'explique par nos traditions. En fait, c'est un pays d'héritage. C'est un pays d'héritage, et donc, quand t'as hérité de tes parents, c'est vrai qu'il vaut mieux faire un peu basse figure et pas trop te la raconter, parce que t'as pas de mérite. Mais la réalité, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui, celle qui réussit, a réussi par elle-même, par son travail, parce qu'elle prend des risques, parce qu'elle s'implique. Et donc, faut pas avoir honte d'avoir une belle voiture, faut pas avoir honte d'avoir une belle maison. Au contraire, je pense que quand tu montres aux jeunes que moi, avec un père contrôleur de train, une mère vendeuse, une famille complètement classique, je réussis à avoir des maisons à 20 millions, des voitures à 400 000, des vacances à 200 000 la semaine, tu peux le faire aussi. C'est pas une question d'impressionner ou de faire le beau. J'ai déjà ma copine, j'ai mes potes, j'ai personne à impressionner, ça m'intéresse pas. Et d'ailleurs, j'avais pas de réseaux sociaux il y a 4 ans. C'est-à-dire que j'ai créé des réseaux sociaux pendant le Covid parce que je m'ennuyais et j'étais investisseur chez Respire, la marque de déo, et j'ai vu que Justine a dépensé très peu en marketing et que son Instagram lui rapportait le gros de son chiffre d'affaires. Je me suis dit, elle le fait très bien, je pense que je peux le faire aussi, on va essayer. Et ça a fonctionné parce que le message qui est derrière, il est transparent, il est authentique, les gens se reconnaissent dans mon parcours, c'est très important. Donc il faut raconter les choses avec le cœur. Et ce que je fais, évidemment, il y a un but marketing, mais c'est aussi très naturel, c'est-à-dire que je le force pas. C'est ma personnalité de venir choquer, de montrer, ça me dérange pas. Et je suis le premier à dire attention, il y a des époques et des moments pour tout. Quand tu commences le business, quand t'as pas beaucoup d'argent, et d'ailleurs il y a 4 ans je le disais dans un article LinkedIn, vis dans un appartement le plus simple possible, j'avais un lit et un bureau et je mettais les photos aussi à l'époque, je disais tu dois être obsédé par ton travail et tu dois pas perdre de temps à aller en boîte de nuit et faire le beau. Et d'ailleurs je vais toujours pas en boîte de nuit, j'y vais 3 fois dans l'année maximum. Donc l'idée c'est vraiment quand t'es au début et que tu veux bosser comme un chien, assume-le et n'écoute pas les gens qui te disent il faut avoir un équilibre de vie. Je connais aucun riche qui a un équilibre de vie, ça n'existe pas. L'équilibre de vie c'est par cycle, donc il y a des moments où tu vas y travailler très dur et puis après tu vas te reposer pendant 2 ans, mais l'équilibre vie de famille, au quotidien ça ne marche pas. Si tu veux être très riche, tu dois être à 200% dans ce que tu fais.
Et les gens autour de toi doivent te soutenir en plus. Et si t'es pas accompagné par une femme ou un mari qui te comprennent, change de personne. Parce que tu dois être égoïste, tu dois être concentré sur ta réussite. Personne ne viendra t'aider. Il y a que les héritiers ou les pauvres qui veulent rester pauvres ou qui ont pas le courage de devenir riches qui vont t'expliquer que c'est important d'aller au cinéma 2 fois par semaine, d'aller prendre un apéro et de voir la tante Mireille qui va te raconter ses conneries. Donc la réalité, c'est que le business, c'est des compromis, c'est du travail, c'est des sacrifices, et il faut pas hésiter. Donc montrez votre argent, moi j'aime bien le faire. Et puis tu vois, tu as toujours les jaloux qui disent c'est tellement superficiel, les vrais riches, ils ont pas besoin de montrer leur voiture, donc ça veut dire qu'il est pauvre, et il est avec une mannequin et machin. Mais qui veut pas une mannequin, qui veut pas une voiture, qui veut pas des maisons à 20 millions? Il y a toujours des gens qui me disent non, l'argent fait pas le bonheur, il faut vivre simplement. Mais si t'étais riche, tu ferais quoi avec ton argent? Tu le laisserais à la banque? Évidemment que tu te ferais des bons restos, évidemment que tu achèterais des belles maisons. Et c'est normal, et ça fait aussi tourner l'économie. Tu vois, quand tu achètes une maison à 20 millions, tu payes 2-3 millions upfront avec les notaires, les trucs, les avocats. Bon, ben, ça fait tourner l'économie. Et moi, je suis ravi de pouvoir faire kiffer ma famille, faire kiffer mes proches. L'argent, je l'aime beaucoup, mais je suis pas attaché. C'est-à-dire que je sais que je peux en créer plein, de l'argent. Et donc, c'est ce qui me permet de le réinvestir assez détente, parce que la réalité, c'est que même si je le perds, je le referai. Et j'ai pas d'aversion au risque, j'ai pas peur de perdre mon argent. Et c'est ce qui me permet d'être très décomplexé là-dessus et de le montrer. Il faut toujours qu'il y ait un but et un sens. Et tu vois, c'est pas comme si sur les réseaux, j'étais en train de montrer des liasses de billets ou que j'allais en boîte mettre des tables à 30 000. Tout ce que j'achète, même si ça paraît très cher, c'est toujours un bon investissement. Typiquement, je vais acheter une voiture, je vais acheter un Brabus, je vais acheter une maison, je vais l'acheter au bon endroit. Ça perd pas d'argent. Je vais acheter une montre, je vais acheter des Audemars Piguet, Royal Oak, qui est hyper compliqué à avoir, des Nautilus. Donc au final, oui, je dépense beaucoup, mais je perds pas. C'est beaucoup moins stupide que quelqu'un qui gagne 3 000 € par mois et qui s'achète un iPhone tous les ans ou qui va s'acheter une paire de je sais pas quelle marque de luxe ou qui va décoter instantanément. Donc en fait, c'est un état d'esprit d'être riche. Il faut le rester et j'espère que Instagram, et je vous invite à me suivre, comme ça va vous motiver ou vous énerver en fonction de votre profil, mais au moins vous aurez une émotion qui va arriver. Et t'as pas justement l'effet un peu Kiss Cool, ce qu'on a entendu avec l'associé de Ledger, ce qui s'est passé. Alors, t'as pas peur aussi que, justement, parce que t'as pas que des gens intelligents qui te suivent, là, ton discours, c'est un discours qui est là pour motiver ceux qui vont écouter ce discours. Ils vont se dire, oui, il faut que je devienne riche, il faut que je gagne de l'argent. Mais on sait que malheureusement, il n'y a pas que des gens intelligents et t'as pas cette crainte parce qu'aujourd'hui, t'as bâti un empire et on l'a vu il y a quelques jours avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Mais t'as pas des fois cette crainte de te dire, bon, est-ce que je vais montrer cette voiture? Est-ce que je vais montrer cette maison? Ça y est, j'ai déjà montré, j'ai plus rien à prouver. Mais pas dans le fait, j'ai plus rien à prouver parce que ça va parler. C'est surtout pour ta sécurité, toi et ta famille. Oui, je comprends. Alors, plusieurs éléments. Moi, déjà, j'ai pas de crypto et c'est vraiment ce que vont rechercher les équipes aujourd'hui de voyous parce que c'est facile à envoyer, en tout cas, c'est ce qu'ils pensent. Et tu peux très vite, en mettant un pétard dans la bouche de quelqu'un, prendre son ledger, son code et dire bah, tu m'envoies 15 millions. Et c'est arrivé encore il y a 4-5 jours, là. Mais les médias n'ont pas encore parlé, ça va pas tarder. Un entrepreneur qui s'est fait séquestrer pendant 4 jours. Et le cofondateur d'Eric, effectivement, s'est quand même fait couper un doigt dans le chantage. Il demandait 10 ou 15 millions à Eric. Ils ont envoyé la vidéo par WhatsApp. Ça secoue, tu vois, c'est quand même le Mexique, là. Ouais, et c'est pour ça que moi, encore une fois, parce que je viens de la rue, j'ai cette chance, j'ai été parano depuis plus de 2-3 ans. Dès que j'ai commencé à être sur les réseaux sociaux, je savais que j'étais une cible. Et donc, j'ai mis en place un service de sécurité qui est constamment avec moi dans les maisons. J'ai de la sécurité en amont, en aval aussi, parce que parfois, j'ai des tentatives de chantage, des trucs comme ça. Donc, j'ai des gens qui peuvent intervenir très rapidement, localiser les personnes. C'est plus rapide que la police, malheureusement. Même si, là, pour le coup, pendant... l'affaire d'Eric GIGN a été extrêmement rapide et efficace parce qu'ils ont retrouvé dans les 24 heures la personne et c'était pas facile. Mais le vrai problème vient de la justice. Le vrai problème vient de la justice. Il y a un des mecs de l'équipe d'Eric qui a eu une relaxe parce qu'il y a eu un vice de procédure. Incroyable. Voilà le pays dans lequel on vit. Il y a un flic qui a dû oublier de signer un procès verbal. Le mec, il coupe des doigts, il sort. Bon. C'est juste affligeant. Moi, j'ai un cas d'école aussi. J'ai acheté du coup des flashballs. Ça fait partie de la stratégie que j'ai en place. Mes maisons sont ultra sécurisées. Il y a des gens devant. J'ai des flashballs dans toutes les pièces. J'ai acheté des flashballs, ce qui est légal en France. Ok, donc tu dois juste faire le mot d'un médecin qui dit ok, il n'est pas cinglé, il va pas tuer des gens. Et 2, le déclarer à la mairie. Je l'ai déclaré et j'ai un policier qui m'a harcelé, littéralement, qui m'a convoqué 50 fois pour justifier, expliquer pourquoi j'ai un flashball. J'ai eu beau lui envoyer des mails en disant voilà mon profil, voilà mon nom. Si tu tapes sur internet, il y a marqué que j'ai 150 millions. J'ai eu 3 tentatives de cambriolage. J'ai ci, j'ai là. Voilà pourquoi j'ai acheté un flashball pour me défendre.
Mais le mec a passé un temps fou à me mettre des coups de pression, à m'appeler, à m'envoyer des mails. Il me dit, je vais venir en bas de chez toi, on va venir te chercher à 6h du matin. Des coups de pression, vraiment, mais j'ai envie de dire, mais t'as pas mieux à foutre que me faire chier à moi parce que j'ai acheté un flashball. Il y a des cambriolages tous les jours à Paris et c'était un profil important du commissariat. Je vais pas donner l'arrondissement parce que sinon les gens vont savoir où j'habite, mais c'est quand même incroyable. Vraiment, c'était fou. Et l'énergie, je trouve, est pas mise au bon endroit. Et quand tu vois la justice qui est beaucoup plus clémente, beaucoup trop clémente à mon sens, ça pose des questions de sécurité. Éric Larchevêque en avait parlé dans un podcast. Moi, je pars du principe que à partir du moment où quelqu'un est dans mon appartement, j'ai droit de vie ou de mort sur lui. C'est-à-dire que t'es chez moi, il y a ma copine à côté, potentiellement mes enfants si j'en ai. Il y a plein d'exemples de célébrités, notamment Guillaume de Legend et compagnie, où l'enfant s'est retrouvé avec un pétard dans la bouche, où les femmes ont été un peu secouées, parce que les médias ne racontent pas toujours ce qui se passe. Hein. Moi, les histoires, je les ai. Quand les femmes, elles se font un peu tripoter pendant le truc, ça laisse des traces quand même. Bon, et moi je trouve ça normal que le mec il s'expose à un risque. Ben ouais, tu peux te faire tuer si le mec il est armé. C'est le jeu. À un moment, tu peux pas te dire le libre retour ou comment ils appellent ça là. Tu dois être dans l'équilibre proportionnel. C'est-à-dire que légitime défense. S'il a un couteau, tu dois avoir un couteau. S'il a une arme, tu dois avoir une arme. C'est-à-dire quoi? Je dois avoir un arsenal. Je dois regarder, lui demander attends, ton couteau il fait combien? 20 cm, bouge pas. J'en ai un de 20. Non, quand t'es chez les gens. Je suis désolé, et je veux pas faire encore une fois l'américain, tout le monde a droit d'avoir des armes, etc. Quand t'es chez les gens, que tu viens pour faire quelque chose d'illégal, soit les voler, les violer, les kidnapper, oui, tu dois avoir peur de te faire tuer, ça fait partie du jeu. Et c'est pour ça que moi, je suis préparé, que j'ai un Doberman, que j'ai des flashballs, j'ai ce qu'il faut. Ça fait partie du truc, ça veut pas dire que je m'en sortirai ou que je vais gagner, mais il va falloir qu'il soit très équipé, très motivé, parce que moi, je viens de la rue et j'aurai pas de problème à l'allumer, quitte à aller en prison derrière. C'est quand même, franchement, on en parle comme ça, mais ça fait limite des sueurs dans le dos de se dire que voilà, il y a des entrepreneurs qui réussissent, on va chez eux, leurs femmes, c'est quand même... C'est fou. C'est incroyable. C'est fou que la France laisse faire ça. Et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de personnes qui allaient à l'étranger, on le voit avec Dubaï aujourd'hui. Les gens vont à Dubaï, pourquoi? Parce que derrière, tu peux mettre la montre que tu veux, tu peux avoir le sac que tu veux, tu peux déposer 1 million d'euros sur la table, personne ne va t'embêter. Il y a des lois, il y a tout ça. Et puis en plus, ils ont réussi à faire de la fiscalité arrangeante pour ceux qui viennent de l'étranger. Donc ça aussi, c'est quand 10 000 nouveaux millionnaires à Dubaï cette année. 10 000 nouveaux, quand nous en France, on en perd 1000. Et au UK, ils en perdent des milliers aussi, parce qu'ils n'ont pas compris que pour économiser de l'argent ou gagner de l'argent, c'était pas forcément que de la taxe, mais ça pouvait être aussi de l'économie. C'est-à-dire que pour gagner 1 000 euros, il y a souvent des jeunes qui me disent « je manque d'argent ». Je dis « mais t'as pas compris que pour avoir 1 000 euros en plus, c'est pas forcément gagner 1 000 euros en plus, c'est aussi dépenser 1 000 euros en moins. Typiquement, si tu t'achètes pas le dernier iPhone, t'as tes 1 000 euros en plus, puisque tu les as économisés. Et nous, la France, on est vraiment en retard. Et quand tu vois que d'ailleurs, si tu veux un système de sécurité ou un service de sécurité, tu peux même pas le payer avec ta boîte parce que c'est considéré comme un ABS, abus de bien social. Donc c'est quand même absurde. C'est-à-dire que moi, typiquement, tu vois, je gagne de l'argent avec mes holdings, avec mes boîtes et compagnie. Je dois payer en perso ma protection. Alors que ma protection, ça devrait être ma boîte qui peut me la payer pour que ça me coûte moins cher, en sachant qu'une bonne protection, c'est 1 million par an. C'est-à-dire que si tu veux quelqu'un H24 avec toi, il te faut 3 agents par jour, parce qu'ils se relaient tous les 8 heures. Un agent, c'est 1 000 euros par jour à peu près. Donc quand tu mets les bonus, les vacances, les trucs, t'as entre 700 000 et 1 million. Et tu dois le payer en perso. C'est-à-dire que tout est anti-business. En France, tout est anti-business. C'est absurde. Alors que tu vas dans d'autres pays, il n'y a même pas d'ABS, ça n'existe pas. Ouais, considère que c'est ton argent, c'est dans ta boîte, tu vas acheter une montre, c'est un truc de représentation, tu achètes une montre. Alors je dis pas qu'il faut aller jusque-là, mais à minima, que le quotidien des entrepreneurs puisse être sécurisé. Il y a encore 3 mois, tu pouvais pas créer une boîte sans mettre ton adresse personnelle, et donc tout le monde avait accès à ton adresse personnelle. Donc moi, heureusement, encore une fois, parano, depuis 10 ans, je mettais toujours une fausse adresse, enfin un centre de courrier, tu vois, qui reçoit ton courrier, qui le réinjecte, et moi je le faisais renvoyer à une autre fausse adresse, parano que j'étais. Et t'es obligé en fait d'être un paranoïaque, alors que on devrait protéger nos talents, protéger nos entrepreneurs, parce que c'est eux qui créent de la valeur. Et on fait exactement l'inverse, notamment avec cette taxe Zuckman, qui est dramatique, c'est-à-dire que c'est catastrophique. C'est-à-dire que si la taxe Zuckman passe, je pense vraiment que c'est la fin de l'entrepreneuriat en France, et que les entrepreneurs vont tous se casser, et ils auront raison de le faire. Et moi, je les invite à se casser. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens. Et je comprends que les gens qui manquent d'argent, de ressources, aient du mal à saisir pourquoi c'est dramatique, parce qu'ils se disent, oui, mais au-dessus de 100 millions, ça veut dire qu'ils sont riches. Mais n'importe quelle boîte qui fonctionne aujourd'hui, elle va valoir plus de 100 millions, et donc ça veut dire que tu vas devoir payer des impôts sur un patrimoine qui est virtuel. Moi, typiquement, Blas, ça vaut 250 millions. J'en ai 40%. Ça veut dire que
J'ai 150 millions rien qu'avec Blast. Donc avec la taxe de Zoukman, je devrais payer 2% de 150 millions tous les ans, alors que j'ai pas cash out cet argent et que c'est pas mon argent, c'est juste la valeur théorique. Et il y a Coquerel qui est sur BFM, dit oui, moi je trouve ça normal. Il comprend même pas qu'en fait les entrepreneurs pourront pas les payer. Et donc ils vont devoir soit vendre leur boîte, soit fermer leur boîte, ou aller la faire dans un autre pays. Mais vraiment, c'est effrayant que les politiciens ne comprennent même pas ça. Ça montre à quel point ils sont dans un autre monde, et c'est de la démagogie, c'est de la politique. Et malheureusement, on a les hommes politiques qu'on mérite, et c'est ça qui m'inquiète, parce que ça veut dire que les Français les ont élus et ont accepté d'avoir ces personnes-là. Et si c'est le cas, et si la France va aussi mal, ça veut dire que c'est terminé, et qu'il nous reste une chose à faire, fuir. Aïe. Et du coup, tu verrais Blast dans un autre pays, du coup, si ce genre de choses arriverait et si on honnêtement, arrive à c'est ça l'inverse de la vision. C'est pour ça que ça me fait vraiment chier, parce que l'idée, c'était qu'en France, on puisse réussir. C'était que tous ensemble, les membres, on puisse créer une communauté incroyable. C'est ce qu'on a réussi à faire. Et vraiment, que ce soit un système macroéconomique qui nous en empêche, je serais vraiment déçu parce qu'on avait fait le plus dur. Mais la réalité, c'est que même les startups qu'on va financer, même si on laisse Blast en France, seront plus françaises. Ouais. Parce qu'il y aura plus de boîtes françaises qui pourront réussir. À un moment, quand tu sais qu'avant même d'avoir commencé, tu vas te faire défoncer, tu vas te faire taxer pour recruter des gens, c'est très compliqué, parce que aux États-Unis, on l'a vu, il y a une boîte là qui a fait un test, ils ont recruté 100 personnes, ça n'a pas fonctionné, 6 mois après, ils ont viré les 100 personnes. Alors on va me dire, oui, le droit du travail, évidemment c'est dur, c'est intense, mais la réalité c'est que les entreprises, elles tentent des choses, elles innovent. La durée de vie moyenne d'une boîte dans le CAC 40 aujourd'hui, c'est 130 ans. C'est-à-dire que quand on est à 130 ans de moyenne de vie en France, aux États-Unis, c'est 20 ans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un renouvellement de l'innovation qui est intense et qui oblige les boîtes à toujours tester, essayer. C'est ce qui crée de la valeur. Tu vas au Nasdaq, S&P 500, c'est des boîtes qui durent 15-20 ans maximum parce qu'elles se font bouffer par les nouvelles après. Et je trouve ça super sain parce que ça fait des cycles. En France, en fait, on est un pays d'héritage et pas d'innovation. C'est pour ça que nous, maintenant, on gère des fusées. On gère des musées quand les autres font des fusées. Tu vois, c'est aux États-Unis, ils font de l'innovation, en Chine aussi, en Inde aussi. Et nous, on est là, alors on est content, il y a des musées partout dans Paris, super. Tout le monde s'en fout des musées, tu vois, c'est un truc de bourgeois, ça encore. Oui, les musées, moi j'adore le week-end, aller regarder. Non, il faut faire de l'innovation. Les jeunes, on est là pour créer de l'argent. Alors si t'aimes les musées, t'y vas 2 heures par semaine, mais je veux dire, t'y vas pas 3 jours. Moi, j'ai tellement d'amis parisiens, tu sais, ça fait toujours stylé. Ils fument des clopes en terrasse, dans le 6e ou 7e arrondissement, et après ils vont faire le tour des musées, connaissent même pas les artistes, mais ils trouvent ça stylé sur Instagram de mettre des photos. Il ferait mieux de faire de l'oseille, parce qu'en attendant, quand on va au resto, c'est moi qui dois les inviter parce qu'ils n'ont pas d'argent. Tu vois. Donc ça, c'est la bien-pensance parisienne qui me dégoûte. Et moi, je veux une jeunesse qui a envie de travailler, qui a envie de se bouger le fion et qui a envie de lutter contre les Américains ou les Chinois qui sont en train de nous écraser. Et les gens ne se rendent pas compte que la France n'aura plus aucun impact dans le monde. Ça va devenir la Grèce, ça va devenir Malte, ça va devenir la Crète. La France, quand on sait d'où on vient, mais c'est un des plus gros fails des prochaines années qui va avoir lieu. Ça va faire très mal. Et pourtant, on a tout ce qu'il faut. On a tout. On a tout pour réussir, c'est ça. Et en fait, c'est ça qui est frustrant en France. C'est qu'on a tout pour réussir, on peut tout faire et on n'y arrive pas. Ils dépensent 1700 milliards par an, la France. 1700 milliards, mais ils en gagnent que 1500. C'est-à-dire qu'il y a 200 milliards de pertes par an et les gens trouvent ça normal. C'est-à-dire que si tu es un CEO, tu vas en prison si tu fais une gestion comme ça, ou tu es viré instantanément. Eux, il y a 200 milliards d'aides et ça ne choque personne. Tu as des 100 milliards pour gérer l'administration française, ça coûte 100 milliards. 1 milliard pour l'Assemblée nationale, 1 milliard pour le Sénat. Tu as 800 employés à l'Élysée. Mais à quel moment tu as besoin de 800 employés à l'Élysée ? Non mais c'est délirant. C'est-à-dire que s'il y a un entrepreneur comme moi qui débarque au pouvoir, il te fait une espèce de razzia, mais on va économiser des centaines de milliards. Ça va être dément. Le problème, c'est qu'il va falloir tout restructurer, parce qu'on l'a vu avec Elon Musk qui a essayé de le faire aux US. L'administration est tellement forte que tu dois tout exploser pour reconstruire. C'est-à-dire que si tu as une maison qui tombe de partout, tu as les parpaings qui s'écroulent, il y a de l'humidité, vaut mieux détruire la maison, la reconstruire plutôt qu'essayer de colmater au fur et à mesure, tu vois, ça ne fonctionne pas. Donc moi je crois à une 6e République, je crois à une révolution par le peuple, je crois que le peuple doit reprendre son destin en main et qui sera le seul capable de sauver ce beau pays qu'est la France. En tous les cas, ça fait vachement froid au dos d'entendre ça, mais c'est la réalité, parce que ce que tu dis, nous, on le sent tous les jours. On aime tellement la France qu'on se dit, mais comment on peut arriver comme ça à chaque fois descendre, et puis avoir une image aussi désastreuse dans le monde entier, hein, parce qu'on n'a pas une super belle image de la France.
J'aimerais te demander une petite question parce que tu parles beaucoup des jeunes et c'est important parce que je pense que tu sais que c'est l'avenir de demain et puis dans les investissements et dans ce qui va arriver et puis de la France parce que c'est les jeunes, je pense, qui peuvent la sauver aujourd'hui, la France. Hein. Quel conseil, toi, tu donnerais? Alors, à part évidemment Fuir. fuir, à part investir dans Blast, mais demain, un jeune, il a 5, 10 000 euros de côté. Il a envie de faire... Où tu lui dirais de positionner ses fonds et comment tu lui demanderais de faire? Est-ce que tu lui dirais d'être salarié, d'être entrepreneur? C'est quoi ta vision, toi, quand quelqu'un te pose la question dans la rue, voilà, j'ai 5, 10 000 euros et j'aimerais faire quelque chose? Un jeune, je lui conseille d'investir sur lui-même avant d'investir dans d'autres assets ou d'autres classes d'actifs parce que c'est le maître de son destin et c'est lui qui va être le meilleur générateur de capital ou de richesse tout au long de sa vie. Donc à 18, 19, 20 ans, tu connais rien à la vie. Tu sais pas ce qui te plaît, donc je lui conseillerais d'investir pour tester plein de passions différentes. C'est vraiment la clé de trouver quelque chose qui te plaît et qui te donne envie d'être obsédé. C'est-à-dire que moi, quand un sujet me plaît, je suis obsédé, je lis des livres, j'écoute des interviews, je vais me renseigner pendant des heures, je peux pas dormir la nuit. Et ça me fait kiffer et j'ai toujours envie de perfectionner, tu vois, cet art. Et donc du coup, la jeunesse, elle doit absolument trouver quelque chose qui l'excite, devenir le meilleur possible dans cette verticale, et prendre la parole un maximum. Parce que la réalité, c'est que le marketing, c'est la clé de notre société. Ça peut être frustrant, il y en a qui vont te dire « Ah là là, il parle pas de la qualité du produit ». Évidemment qu'ils te font un bon produit, tu vois, c'est comme Blast, à la fin, il nous faut un bon produit, il nous faut des bonnes startups. Mais la réalité, c'est que Blast fonctionne parce qu'on est très visible, parce qu'on prend la parole, et donc les gens s'intéressent à notre produit. Derrière, le produit doit être bon. Mais la clé au début, c'est de réussir à faire parler. Et pour faire parler aujourd'hui, on a la chance d'avoir des réseaux sociaux. C'est devenu très simple de gérer seul tes réseaux avec l'intelligence artificielle. Tu peux créer du contenu facilement, des visuels, des vidéos. T'as plus besoin d'avoir un monteur, un graphiste. Tout peut très rapidement se faire. T'as pas besoin d'avoir des vidéos nickel. Au début, il faut prendre ton téléphone, te filmer en selfie, partager ton savoir. Et à partir du moment où tu partages ta passion, ton savoir, ça peut être dans le sport, ça peut être dans la bouffe, ça peut être dans le business, ça peut être dans n'importe quel sujet, tu vas te créer une communauté. T'as pas besoin d'avoir 500 000 personnes pour réussir. Tu vas avoir 5 000, 10 000 personnes qui te suivent, qui kiffent ce que tu dis. Et le jour où tu vas lancer un service, un produit, ils te feront confiance parce qu'ils ont vu que tu étais crédible et légitime. Et ça te permettra, sans avoir à investir 1 euro, juste de ton temps, mais quand tu es jeune, tu as plein de temps et d'énergie, donc c'est parfait, d'avoir tes premiers clients qui vont faire du bouche à oreille et qui vont te permettre d'avoir de la visibilité. Et ça, c'est incroyable parce qu'il y a encore 20 ans ou 30 ans, c'était extrêmement compliqué de lancer une boîte, fallait avoir du capital de départ pour l'ouvrir, les banques être refusées 1 fois sur 2, c'était très compliqué. Aujourd'hui, tu as Shopify, ça te prend 2 heures pour faire un site, ça t'a coûté 50 euros. Tu as l'intelligence artificielle, ça coûte 20 balles par mois, tu peux tout faire. Avec les réseaux sociaux, c'est gratuit. Donc on a vraiment des outils exceptionnels en étant un peu smart et en utilisant l'IA. Malheureusement, c'est un peu cliché, mais je vous invite quand même, si vous êtes jeune, à maîtriser ces outils parce qu'en mettant en place les bons agents IA, etc., vous allez gagner un temps fou. Vous n'avez plus besoin d'être 50 dans une boîte. La grande mode aux US, c'est de faire des boîtes qui font 100 millions de CA, de chiffre d'affaires, avec 5 ou 10 employés. C'est fini l'époque de 2020 où les licornes françaises, elles étaient fières d'avoir 500 employés alors qu'elles faisaient 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Non, aujourd'hui, la classe, c'est d'avoir très peu de monde dans ton équipe, mais d'envoyer des gros KPIs, d'envoyer du gros EBITDA. Et la jeunesse, c'est ce qu'elle doit avoir en tête. Ne soyez pas dépendant des levées de fonds, soyez dépendant de vos clients et c'est bien plus efficace. Je voulais te parler un petit peu, parce que moi, tu sais, je suis le fondateur d'un réseau automobile et je voulais que j'aborde un sujet avec toi parce que c'est vrai que je t'entends très peu sur le sujet, même si on en a déjà parlé quand je t'avais rencontré en off. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, de la franchise aujourd'hui, du monde de la franchise? Parce que moi, je suis franchiseur d'un groupe, j'ai 105 concessions en France, Belgique et Dom-Tom. Qu'est-ce que tu penses du modèle de la franchise? Parce que souvent, moi, quand je parle avec des investisseurs ou avec des personnes très start-up, alors à l'époque, parce que les discours ont bien changé, à l'époque, non, si t'es pas 100% tech, ça fonctionnera pas. Aujourd'hui, j'entends, si t'as du retail, c'est mieux parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui veulent investir sur de la tech et du retail assemblé parce qu'on revient un peu aux valeurs où les gens veulent sentir, toucher les choses et en ont marre de tout faire par le web. Mais c'est quoi ton avis, toi, réellement, sur ce marché-là? Pour moi, c'est un vrai business de marque, contrairement à ce qu'on pense, parce que pour avoir une bonne franchise, il faut avoir une marque très forte et réussir à la créer, donc en faisant un travail de bible de marque, mais aussi à la transposer dans tous les franchisés qui vont la travailler. Et donc, je pense qu'il y a un énorme travail, et j'en avais parlé avec des startups qui avaient fait ce système, et je voyais leur bible de marque était ultra précise, et dans chaque magasin, ils donnaient la référence de tel luminaire, de telle chaise, c'était vraiment au détail près, de manière à ce que la qualité de service ou de produit soit équivalente
équivalente dans toutes les enseignes. Donc je trouve que c'est vraiment compliqué à exécuter, mais vraiment passionnant, que ça fait partie des potentiels de scale pour une startup. C'est-à-dire qu'à un moment, l'objectif c'est de gagner un maximum d'argent et t'atteins un plafond de verre parce que soit t'as pas assez d'argent, soit t'as que 2 mains et un cerveau, donc tu peux pas recruter non plus 500 personnes trop vite. Et donc une des possibilités, c'est de faire de la franchise. Et aujourd'hui, ça fait partie, je pense, des verticales qui ont été décriées dans l'écosystème startup parce que pas très sexy, un peu plus old school que ce qu'on observait, mais ça revient à la mode parce que c'est générateur de cash et à partir du moment où tu peux démontrer que chaque point de vente est rentable par lui-même, ça peut fonctionner. Et je sais qu'on en parlait avec un investisseur américain qui est spécialisé là-dedans, qui me disait, moi ce que je regarde, c'est est-ce que chaque point de vente génère de l'argent. Et si chaque point de vente génère de l'argent et est positif pour la boîte, c'est un modèle scalable parce que par définition, tu redupliques le modèle, tu tires un Excel et ça fonctionne. Donc ça fait partie des business qui n'étaient pas sexy, mais qui viennent s'imposer parce que ok, la crypto, l'IA et compagnie, c'est sympa, sauf que ça génère pas de chiffre d'affaires, tu es très dépendant des levées de fonds, alors que là, tu as quelque chose qui peut grossir rapidement. Ok, ben merci beaucoup pour cette réponse. J'ai alors là, c'est vraiment une dizaine de questions validées par Mélanie, qui sont des questions courtes pour finir ce super épisode. Et voilà, directement, petite réponse rapide. Ton film préféré de tous les temps? Matrix 1. Si tu pouvais dîner avec une célébrité vivante ou non, serait qui? Jésus. Pas parce que je suis religieux, mais parce que je trouve que c'est vraiment le plus grand créateur de marque s'il a existé. Parce qu'il a vraiment créé une brand très puissante. Donc un religieux, tu vois, n'importe quelle religion, ça m'intéresse. Parce que je dis, ouais, toi, t'es très costaud niveau communauté. Hein. Si tu pouvais définir en un seul mot Blast? En un seul mot? C'est compliqué, un seul. Ambition. Ambition, bravo. Je vais pas dire la voiture de tes rêves parce que à un moment donné on peut tout avoir, mais une voiture tu dirais celle-là il me la faut et très bientôt. J'adore mon Brabus. J'ai un Brabus, tu vois. C'est un classe G que t'as de mémoire, ouais, c'est un G63 Brabus mais passé en 700 chevaux. Et je trouve qu'il a tout parce qu'il a l'accélération, mais tu te sens en sécurité, ça fait badass, tu vois, ça fait vraiment t'es énervé, tu vois, c'est quand t'es dedans, t'es énervé, t'as envie de tout éclater. J'aime beaucoup le Brabus G63. Il n'y a pas une autre voiture, tu dirais celle-là. Pour compenser une voiture de sport, moi je suis pas trop ancienne voiture et tout. Je sais que ça fait beauf d'aimer que les nouvelles voitures, mais je suis comme toi. Moi comme j'ai manqué, moi j'aime les technologies, je rentre, ça se connecte. Mes potes qui ont des voitures qui font les barbeaux, encore une fois, très bourgeois, machin. À chaque fois qu'on veut faire de la voiture, elle marche pas. Tu peux pas tourner, il y a pas la clim, tu roules, il y a de la fumée partout. Enfin, tu vois, ça m'intéresse pas. C'est beau dans les musées, mais moi j'aime faire du circuit, j'aime des grosses voitures. Non, allez, une Bugatti parce que ça j'ai jamais eu. Donc Bugatti à 2-3 millions, ça commence à faire des belles pièces. Ça c'est le summum où là tu dis personne peut. Ah ouais, là c'est stylé. Hein. Le son que t'écoutes à fond dans la voiture? Je vais dire Booba, même si j'en écoute un peu moins en ce moment, mais Booba de l'époque de Lunatic. Vraiment le Booba énervé. Parce que ça me motivait et j'aimais bien le rap parce qu'il y avait une haine en fait. Il y avait une rébellion contre la société et les textes de l'époque étaient quand même plus profonds avec IAM et compagnie et plus recherchés. C'est-à-dire que ça poussait pas juste à la haine et à tout casser, mais ça mettait en perspective des injustices, pas nés sous la même étoile, etc. Donc les textes de rap français et aussi américains parce que c'était encore une fois les précurseurs. Ils avaient toujours le coup d'avance. Donc regardez ce qui se fait aux US et généralement ça va arriver. C'est pour ça que Trump au pouvoir, encore une fois, 10 ans d'avance, ça va pas tarder en France. Hein. On a toujours 10-15 ans de retard en général. Exactement. Si tu devais résumer ton parcours en une phrase? Beaucoup de travail. Forcément du talent et un petit peu de chance. Bravo. Plutôt coup de fil express ou vocal de 3 minutes? Vocal de 3 minutes. Alors là, Mélanie m'a dit, c'est les meilleures questions qui arrivent. Ta plus grande qualité? L'humilité. Non, c'est pas vrai. La résilience. C'est-à-dire que je baisse jamais les bras. Tu pourras jamais me stopper. Je vais perdre 50 fois, mais je vais continuer. Ouais, résilience. Ton plus gros défaut? Je suis mauvais perdant. J'aime pas perdre. Donc je trouve toujours une excuse pour dire que c'est pas ma faute. Je déteste perdre. Quelle rencontre a été un vrai déclencheur pour toi? Mélanie, quand j'étais jeune,
et qu'elle m'a dit vas-y, tu peux y arriver, avoir un regard bienveillant change les choses, et c'est aussi ce que j'essaie de faire avec les réseaux sociaux pour dire voilà, je crois en vous, vous pouvez le faire, et parfois c'est cette petite phrase qui fait la différence. En tous les cas, merci, j'ai été ravi vraiment de te recevoir. Je perds mes mots, je te l'ai dit, c'était un de mes podcasts les plus stressants, mais franchement, ça s'est super bien passé. Je suis vraiment ravi de t'avoir reçu aujourd'hui, d'avoir écouté ce que tu avais à dire. C'est très enrichissant et je pense que mettez des commentaires sur tout ce qu'a pu dire Anthony, que ça vous plaise ou pas, parce que ça fait partie aussi de la vie des réseaux. N'hésitez pas, encore une fois, à déclencher et allumer la cloche. Déclencheur, c'est nous. De mettre un commentaire et de nous suivre sur les réseaux pour recevoir des invités de qualité comme Anthony, parce que pour moi, comme je le dis, tu es le GOAT de l'entrepreneuriat en 2025. Et en tout cas, merci pour tout ce que tu fais pour la France, pour les entrepreneurs et pour nous qui apprenons en t'écoutant tous les jours. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était très cool.